le biologiste Philippe Brodeur et son équipe visitent le lac Saint-Pierre, qui fait partie du fleuve Saint-Laurent au Québec. Ils sont ici pour voir si les perches chaudes nées au printemps dernier sont assez grosses pour survivre au prochain hiver. Malheureusement, les nouvelles sont mauvaises. Donc, ce qu'on a remarqué ce matin, c'est qu'ils sont très petites, encore une fois. Un résultat qui se répète, en fait, depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est un résultat qui est un peu décevant, mais peu étonnant compte tenu des problématiques qui ont été documentées au lac Saint-Pierre récemment. Le lac Saint-Pierre a été désigné comme une réserve de la biosphère pour démontrer au monde que les humains, l'industrie et même le milieu militaire peuvent coexister dans un écosystème unique et sensible. Mais aujourd'hui, ce rêve est mis à l'épreuve. La perche chaude, indicateur clé de la santé du lac Saint-Pierre, est en grave difficulté. Ce petit poisson peut-il inspirer les grands changements nécessaires pour redonner au lac sa gloire d'antan? Dans les réserves canadiennes de la biosphère, des communautés surmontent d'énormes obstacles afin de créer un avenir durable. Joignez-vous à cette aventure inoubliable qui pourrait transformer votre point de vue sur l'environnement et sur notre place au sein de celui-ci. Au cours des 3 dernières décennies, la population de perches chaudes du lac Saint-Pierre a connu un déclin de 79 %. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, on y pêchait 300 tonnes de perches chaudes par année, soit une exploitation supérieure à celle du lac Ontario, qui fait 40 fois sa taille. J'ai 63 ans. J'ai commencé à pêcher avec mon père, j'avais à l'âge de 6 ans. C'était, je vous dirais, la renommée du lac Saint-Pierre, c'était la pêche à la perche chaude. Le monde venait ici acheter du poisson à cause du filet de perche chaude. Pour les pêcheurs commerciaux du lac Saint-Pierre, c'était 50 de leur revenu. Si l'endroit produisait tant de perches chaudes, c'est parce que le lac Saint-Pierre n'est pas un lac ordinaire. Situé entre Montréal et Québec, le lac, d'une longueur de 40 km, est le fruit de la rencontre de plusieurs rivières qui se déversent dans le fleuve Saint-Laurent pour gagner l'océan Atlantique. Quand les rivières atteignent le lac, elles s'étalent pour créer un archipel parsemé de chenaux et de zones humides. Certaines des îles sont protégées, mais nous ne sommes pas en région sauvage. Environ 85 000 personnes habitent la région, surtout dans les villes industrielles situées aux 2 extrémités du lac, Sorel-Tracy et Trois-Rivières. Les îles sont parsemées de chalets sur pilotis et le lac est facilement accessible aux amateurs de pêche, de chasse et de navigation du sud du Québec. Le lac Saint-Pierre est entouré de terres agricoles et traversé au centre par la voie maritime du Saint-Laurent. Sa plus grande zone protégée avoisinante est une base militaire. Mais au cœur de toute cette activité humaine se trouve un joyau écologique sur le Saint-Laurent. Le lac est chaud et peu profond, un lieu idéal pour la végétation submergée. Les rivières qui convergent vers le lac transportent les nutriments qui permettent la croissance d'énormes herbiers submergés. Ces forêts aquatiques supportent le nombre incroyable de 79 espèces de poissons qui s'y nourrissent, s'y cachent des prédateurs et s'y reproduisent. Cet environnement aquatique productif est la pierre d'assise de l'écosystème extraordinaire du lac Saint-Pierre. Peu de gens comprennent aussi bien le fonctionnement de ce système que Paul Messier, bagueur d'oiseaux chevronnés. Paul a consacré les 30 derniers étés au suivi des populations de sauvagines en procédant au bagage de canards pour le Service canadien de la faune. Ça, c'est la plus belle job au monde parce que tu sors à tous les jours sur le lac Saint-Pierre. Oh, oh, la mue.
Les oiseaux, les mammifères aiment cet endroit parce qu'ils retrouvent leur habitat pour se reproduire. Puis aussi leur nourriture, parce qu'au lac Saint-Pierre, il y a beaucoup de poissons. On retrouve beaucoup d'espèces comme le grand héron. Le lac Saint-Pierre est reconnu comme le lieu de nidification d'un millier de couples de grands hérons chaque année, la plus importante colonie en Amérique du Nord. C'est un peu comme en mer, quand il y a un banc de poissons. Les prédateurs sont autour puis s'en nourrissent. C'est un peu ça qui se passe avec la perche chaude. Les grandes zones humides du lac Saint-Pierre représentent non seulement des habitats fauniques remarquables, mais servent aussi de rein au fleuve Saint-Laurent, en absorbant et en transformant les nutriments, les bactéries et d'autres contaminants. Le rôle du lac Saint-Pierre au niveau de l'écosystème du Saint-Laurent, c'est un rôle d'épuration en premier. Pour vous donner une anecdote, il y a eu des déversements l'automne passé avec la Ville de Montréal. Il y a des tests qui ont été pris après les îles du lac Saint-Pierre. Déjà, le marais avait fait sa job d'épurer l'eau. En plus des zones humides et des herbiers aquatiques, le lac Saint-Pierre est un joyau écologique en raison des crues. Chaque printemps, quand les eaux de fonte des rivières et des grands lacs atteignent le lac Saint-Pierre, ce plan d'eau peu profond peut gagner une superficie additionnelle de 30 000 hectares. Les gens viennent d'un peu partout. Et quand ils arrivent dans le lac Saint-Pierre, dans l'archipel, ils sont complètement dépaysés. On a l'impression d'être dans une espèce de jungle. On appelle ça un peu les bayous du Nord. Les crues annuelles qui élargissent les zones humides du lac Saint-Pierre pendant plusieurs semaines sont l'ingrédient clé de l'abondance prodigieuse historique de la perche chaude. Pour les poissons, c'est un habitat extrêmement important au niveau de la reproduction. Il y a une quarantaine d'espèces qui vont effectuer des migrations vers les zones peu profondes qui sont inondées au printemps pour déposer des œufs. La perche chaude du lac Saint-Pierre fraie dans les zones qui sont à sec pour la majeure partie de l'année. Lors de la crue printanière, les perches chaudes adultes se dirigent vers les plaines inondables. Les femelles pondent leurs œufs sous forme de longs rubans qu'elles déposent sur la végétation submergée. Une fois que le mâle fertilise les œufs, il faut attendre environ 10 jours pour l'éclosion. Quand les eaux de crue se retirent, elles transportent les larves de perche chaude qui vont alors se nourrir d'invertébrés qui vivent dans les herbiers submergés du lac. Les jeunes perches chaudes doivent atteindre une taille approximative de 70 mm afin d'avoir la réserve d'énergie nécessaire et optimiser leurs chances de survivre au premier hiver. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Un suivi, dirigé par Philippe Brodeur, biologiste pour le gouvernement du Québec, indique que le nombre de perches chaudes âgées d'1 an a diminué de 90 %. Au milieu des années 90, la production de jeunes perches chaudes a commencé à diminuer. Puis on a documenté une baisse très rapide d'abondance chez cette espèce-là. Suite à ces premières baisses d'abondance, on a modifié les quotas, on a procédé au rachat de la majorité des permis de pêche commerciale. Il y a eu des réductions de saison de pêche, on a instauré des gammes de taille. Mais malgré l'ensemble de ces mesures-là, l'abondance de l'espèce a continué à chuter au cours des années 2000. Donc en 2012, malheureusement, on a dû instaurer un moratoire complet sur la pêche sportive et commerciale, la pêche de la perche chaude au lac Saint-Pierre. Cette baisse d'abondance et le moratoire sur la pêche à la perche chaude ont de graves répercussions. Roger Michaud pêche toujours d'autres espèces, mais c'est la perche chaude qui intéresse les consommateurs. Ses revenus sont donc en forte baisse. Lorsqu'ils appellent, ils disent « Avez-vous du filet de perche chaude? » J'ai dit non, mais on lui répond non. Mais par contre, on dit on a d'autres espèces de poissons, ils ne sont pas intéressés. Aussi, avant ça, je vivais de la pêche commerciale. Maintenant, je survis avec la pêche commerciale. Pour les Abénaquis, la nation autochtone de la région, la perche chaude constitue depuis longtemps une part importante de leur alimentation. L'aîné Yvon Panadis pêche dans la rivière Saint-François, un affluent du lac Saint-Pierre, depuis qu'il est enfant. Quand j'étais petit, nous pêchions la perche chaude depuis la rive.
Suffisait de jeter une ligne. Même ma grand-mère pêchait. Il y avait toujours du poisson au menu. Aujourd'hui, c'est impossible. Il faudra attendre une semaine pour avoir un repas. J'ignore ce qui est arrivé. En réaction aux préoccupations des pêcheurs comme Yvon, les Abénaquis sont devenus d'ardents défenseurs de la perche chaude au lac Saint-Pierre. Pour moi, qu'on s'attarde en fait au déclin de la perche chaude, c'est qu'on fait le lien que la perche chaude est importante au sein du lac Saint-Pierre et que le déclin de la perche chaude ne se fera pas seul. C'est certain qu'il va y avoir des déclins de d'autres espèces qui vivent aussi au lac Saint-Pierre. C'est l'état du lac en soi qui est important. Et si on ne fait pas aider à dynamiser la population de perche chaude, c'est un peu pour moi comme si on disait qu'on ne s'attarde pas du tout à l'état du lac Saint-Pierre. Il est de plus en plus évident que les craintes de Suzy à propos de la santé du lac Saint-Pierre sont fondées. Après 8 ans, le moratoire sur la pêche à la perche chaude n'a pas permis son rétablissement. Pire encore, la perche chaude n'est pas la seule espèce en difficulté. On n'a qu'à penser au grand brochet qui montre à peu près les mêmes tendances que la perche chaude au cours des 15 dernières années. Philippe et ses collègues mènent des recherches méticuleuses depuis 15 ans pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à l'écosystème du lac Saint-Pierre. Ils croient avoir finalement réuni les principaux morceaux du casse-tête. Le lac Saint-Pierre représentait vraiment un habitat parfait pour cette espèce-là. Mais à cause des changements dans l'habitat, à cause des changements dans la qualité de l'eau, la capacité de ce plan d'eau-là à produire des jeunes perches chaudes a fortement décliné. Le lac Saint-Pierre peut ressembler à une vaste région sauvage et isolée. Mais ce n'est qu'une illusion. Le lac se situe dans la région la plus industrialisée du Québec et les éléments qui en font un écosystème d'une productivité inusitée sont mis à rude épreuve. Convertie pour l'agriculture intensive, la plaine inondable n'est plus un habitat de frais convenable. De plus, les herbiers aquatiques disparaissent en raison de la détérioration de la qualité de l'eau. Même le Rhin du Saint-Laurent a ses limites. Le lac Saint-Pierre n'est pas immuable. Le Rhin va être fatigué à un moment donné. La perche chaude est confrontée à des obstacles immenses. Mais le lac Saint-Pierre a justement été désigné réserve mondiale de la biosphère pour inspirer des solutions à ce type de défi. Une sensibilisation accrue à l'importance écologique du lac Saint-Pierre s'est développée au cours des années 1990 parmi les gens qui habitent la région. Des environnementalistes locaux se sont mis à la recherche de moyens de préserver la santé de cet écosystème unique en dépit des pressions exercées sur lui. En raison du grand nombre de terres privées et de groupes d'usagers différents, il était impossible de transformer la région en parc. Il fallait trouver un moyen d'encourager tout le monde autour du lac à adopter des pratiques durables. La meilleure solution? Obtenir la désignation de réserve de la biosphère de l'UNESCO. Cependant, convaincre le comité de sélection que cette région très développée méritait le titre posait tout un défi. Hélène Gignac a contribué à convaincre les membres. Je vous avoue qu'il était un peu surpris parce qu'il se disait c'est un endroit où il y a des usines, il y a une base militaire. C'est pas un lieu habituel pour une réserve de biosphère. Donc, on a invité le comité MAB à venir au lac Saint-Pierre et à voir de leurs yeux ce site exceptionnel. Après avoir constaté la diversité et la richesse de l'écosystème du lac, le comité a été convaincu. En 2000, la région du lac Saint-Pierre s'est jointe à une nouvelle génération de réserves de la biosphère créées pour devenir des laboratoires du développement durable. Le lac Saint-Pierre, c'est un véritable laboratoire. C'est un endroit, en fait, où se confrontent des usages, mais où on apprend à cohabiter.
Et ici, en fait, tous les jours, on est contraint à améliorer nos pratiques. Comment on peut cultiver, naviguer, faire de l'industrie autrement parce qu'on est dans un environnement exceptionnel et on doit, en fait, s'assurer que cet environnement reste exceptionnel. Depuis la désignation en tant que réserve de la biosphère, des changements volontaires importants ont été apportés pour permettre la cohabitation de l'activité humaine et de la nature. Les industries, les collectivités et même les propriétaires de chalets sur les îles ont tous réduit la pollution relâchée dans le lac. Les exploitants de la voie maritime du Saint-Laurent ont donné l'ordre aux capitaines de navires de ralentir lors du passage dans le lac afin de limiter l'érosion des îles provoquée par le bâtillage. Un changement très important s'est aussi opéré à la base militaire. Et avant d'explorer les solutions aux problèmes de la perche chaude, faisons un détour de ce côté pour en savoir plus. Pour en vérifier la qualité, le ministère de la Défense teste un faible pourcentage des munitions qu'il se procure. Depuis 1952, l'un des plus importants sites d'essai consiste en une base militaire de 3000 hectares, située près de Nicolet, sur la rive sud-est du lac Saint-Pierre. Beaucoup de l'industrie d'armement, de munitions, était proche de Nicolet. Vous aviez les industries Sorel qui construisaient des canons de 155 mm lourds et des chars d'assaut. Et vous aviez à Québec les industries Valcartier qui faisaient aussi des munitions pour le gouvernement canadien. Historiquement, à Nicolette, toutes les munitions qui sont utilisées par les membres des forces canadiennes ont été testées. Pendant près de 50 ans, pour procéder à l'essai d'obus d'artillerie, on les lançait dans le lac. La localisation sur le lac faisait en sorte que les postes d'observation pouvaient facilement repérer les obus qui tombaient dans le lac et par la suite, on pouvait évaluer si la charge propulsive était adéquate. Si les essais sur le lac permettaient d'évaluer la précision de longue portée de l'artillerie, cette pratique a eu de graves conséquences. Aujourd'hui, le lac contient environ 300 000 obus d'artillerie. La plupart sont inertes, mais environ 8 000 sont des munitions explosives non explosées, ou UXO, qui posent un grand danger. Personne ne comprend mieux ce danger que Paul Jante. Son frère Pierre est mort tragiquement quand un obus d'artillerie non explosé a été déposé sur un feu de camp sur la rive du lac Saint-Pierre en 1982. J'étais là aussi. Je me souviens de m'être retourné et le feu avait explosé. Puis il y avait des étincelles qui retombaient et les gens couraient, donc dirigeaient vers l'eau parce qu'il y en a qui avaient un peu du feu dans la tête. J'ai retrouvé mon frère Pierre qui a été frappé. Il a eu une jambe complètement sectionnée et il y a eu une pierre dans le front. On a appelé l'ambulance et on l'a monté à l'hôpital. Il est décédé à l'hôpital. Les essais se sont poursuivis malgré l'accident. Mais la tragédie a sensibilisé la population au danger de la présence de munitions non explosées dans le lac. Les gens, avant ça, trouvaient des obus et les gardaient, ou ils n'en parlaient pas. Mais maintenant, lorsqu'ils en trouvent un, ils appellent tout de suite la police et voient ce que ça soit ramassé. Quelques années après l'accident, un autre résident local, Philippe Giroux, a commencé à se préoccuper des répercussions environnementales de cette activité. Philippe, Paul et une poignée de citoyens locaux ont formé un groupe pour tenter de convaincre le ministère de la Défense de cesser les tirs d'essai au lac Saint-Pierre. Les gens sont peu conscients des dégâts environnementaux que l'armée canadienne faisait. C'est grâce à nous qui avons pu soulever ce problème-là au niveau information. On était très déterminés à aller jusqu'au bout de l'affaire. Ils ont écrit des lettres au quotidien et attiré l'attention de journalistes, si bien qu'en mai 1999, l'enjeu a été porté au Comité permanent de l'environnement et du développement durable au Parlement d'Ottawa.
6 mois plus tard, le gouvernement décidait d'arrêter les tirs sur le lac Saint-Pierre. C'est grâce à un petit groupe de citoyens qui avons éclairé les responsables qu'ils arrêtent de faire ça. Les essais de longue portée ont été déplacés vers des sites moins écosensibles ailleurs au Canada. Les essais de courte durée se poursuivent, mais on a construit des enceintes en béton remplies de gravier pour absorber les tirs. Présentement, les tests de munitions sont faits sur des tirs directs dans des buttes d'arrêt de sable, de façon à ce qu'aucun des obus qui sont des plombs, aucune charge active n'est utilisée, n'aille dans le lac Saint-Pierre. Quelques mois après la fin de cette activité, le lac Saint-Pierre a reçu la désignation de réserve de la biosphère de l'UNESCO. La désignation, sans parler de la surveillance internationale qui l'accompagne, a probablement joué un rôle dans la décision de mettre fin à cette pratique. Est-ce une coïncidence? Je vous dirais que c'est peut-être un heureux hasard. Et nous, on est bien heureux parce que ça évite, en fait, de détruire cet environnement. C'est sûr que les dommages sont déjà là. Il faut retirer les obus. Mais au moins, on a cessé, en fait, de polluer le lac Saint-Pierre. Donc, c'est quand même un bel exemple de cohabitation. Quand la région a été désignée comme réserve de la biosphère, la base militaire de Nicolet est devenue sa zone centrale protégée, un rôle normalement joué par un parc national. Paul Messier a eu l'occasion d'effectuer un relevé phonique sur le site. J'ai la chance d'aller travailler sur la base militaire à Nicolet. Ça prend une permission spéciale. C'est comme le paradis. Quand tu rentres là-dedans, il n'y a pas de traces humaines. C'est plein de faune et flore intéressantes. Là. C'est comme le parc Jurassique. Ça, c'est restant du site. Il y a des espèces en péril. Julie Bournival est la gestionnaire en environnement responsable de la base militaire. On ne pense pas souvent à une base militaire comme étant un lieu où il y a des grands espaces verts, beaucoup de faune, de la flore, d'écosystèmes particuliers. Et on a aussi sur le site 16 espèces en péril, entre autres des espèces fauniques et floristiques. Julie et son équipe effectuent la cartographie des espèces en péril sur la base. Ces données serviront à produire un guide pour aider le personnel à protéger les espèces en péril et leur habitat durant les essais. C'est étonnant pour moi, comme officier d'environnement, d'assurer le maintien des opérations militaires, en plus de s'assurer du développement durable sur le site. Pour moi, ça, c'est la partie la plus intéressante de mon travail parce qu'on doit souvent trouver des solutions pour s'assurer que la mission militaire continue, mais en détruisant pas l'écosystème ou le site. Le plus grand défi environnemental et de loin du ministère de la Défense à Nicolet, c'est le legs dangereux des décennies d'essais de munitions dans le lac. Le retrait des milliers d'engins non explosés du lac Saint-Pierre est un processus long, ardu et dispendieux. José Gagnon travaille pour Construction de Défense Canada, la société d'État chargée du retrait d'UXO partout au pays. Au lac Saint-Pierre, elle supervise un projet de 10 ans financé par le gouvernement fédéral qui vise à nettoyer une zone de 500 hectares estimée à être la plus dangereuse. On ne va pas procéder à la récupération ou au nettoyage de la totalité de l'ancienne zone de tir. On a d'abord identifié une zone prioritaire d'intervention par différentes analyses de risque. Et notre objectif, c'est de réduire le risque jusqu'à ce que le niveau de risque soit considéré faible. Le processus de retrait commence par l'utilisation de capteurs pour repérer l'emplacement d'objets métalliques au fond du lac. On se retrouve avec des cartes, des listes d'anomalies. Donc, on connaît très précisément la position de différentes anomalies magnétiques. À ce moment-là, on sait simplement que c'est un objet métallique, on ne connaît pas sa nature. Ensuite, on envoie des équipes de spécialistes UXO
qui vont se rendre à chacune des anomalies qu'on leur a données. Donc, c'est du 1 par 1. Ça peut être une pelle qui a servi à la pêche, ça peut être un pied de moteur, ça peut être une vis, puis ça peut être un projectile. Si l'objet est un projectile qui peut être déplacé en toute sécurité, il est rapporté sur la terre ferme, puis détonné dans des conditions contrôlées. Si l'objet n'est pas sécuritaire à déplacer, on n'aura pas d'autre choix que de le faire détonner sur place. La détonation sous-marine est souvent le seul moyen sécuritaire de neutraliser les UXO. Pour cette raison, ce travail s'effectue seulement à la fin de l'automne afin d'en minimiser les répercussions sur les oiseaux migrateurs et les poissons, comme la perche chaude. La propriété du MDN est presque entièrement une plaine inondable et donc devient un endroit important pour la fraie de la perche chaude. On regarde quels impacts nos activités pourraient créer, puis on développe des mesures d'atténuation afin de respecter, entre autres, les périodes de frai du poisson et les périodes des oiseaux migrateurs. José et son équipe viennent tout juste d'entamer un très long processus de nettoyage. Mais déjà, ils ont retiré ou neutralisé des centaines d'UXO. Quand qu'on voit jour après jour les projectiles qui sortent du lac, on se rend compte de l'importance du travail qui est fait et c'est bien de se rendre compte que des pratiques ne sont plus en application aujourd'hui. Le tir de munitions dans le lac Saint-Pierre a provoqué un problème grave pour l'environnement et la santé des résidents. Mais les années d'efforts de personnes dévouées ont abouti à des solutions pour freiner la dégradation. Une initiative de nettoyage de plusieurs millions de dollars est d'ailleurs en cours. On peut toujours réagir à des situations qu'on considère inacceptables. Et avec des efforts et du temps, parfois, on a une victoire. Avec le retrait progressif des obus qui ont longtemps hanté le lac Saint-Pierre, les gens ici se tournent maintenant vers un nouveau défi. Restaurer la santé du lac afin qu'il puisse soutenir de nouveau la perche chaude. Ce ne sera ni simple ni rapide, mais de nombreux individus et organismes dédiés sont prêts à faire le nécessaire pour remettre le lac en état. L'un des plus grands enjeux pour la perche chaude est la perte de son habitat de frai dans la plaine inondable. L'accès des poissons à partir du lac est souvent coupé pour diverses raisons. La méthode la plus simple est donc de rendre l'accès aux habitats existants plus facile. C'est ce que les Abénakis ont fait près de leur communauté d'Odanak, où une grande zone humide est inaccessible à la perche chaude en période de frai en raison d'une route et de ponceaux mal situés. Quand il y avait une crue printanière relativement faible, les poissons ne pouvaient pas accéder à cet habitat-là pour aller frayer. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est de prendre le ponceau qui était trop haut, on l'a rabaissé, on a augmenté son diamètre, et puis on a reprofilé le cours d'eau pour réduire la vitesse de courant puis favoriser l'accessibilité au marais pour la perche chaude. Des améliorations ont été apportées l'automne dernier et aujourd'hui, l'équipe de pêche d'Odanak travaille à déterminer si l'habitat de frai est accessible pour la perche chaude. Elle commence par capturer les poissons qui nagent vers le marais pour y frayer. Les poissons sont ensuite identifiés à l'aide d'une marque de couleur avant d'être relâchés. L'équipe a aussi installé un deuxième filet à l'entrée du marais. Si elle attrape des poissons marqués, cela signifie que la perche chaude est capable d'atteindre les habitats pour frayer. Jusqu'à présent, les résultats sont prometteurs. Jusqu'à maintenant, avec les résultats qu'on a, on est capable de dire qu'effectivement, les poissons sont capables de passer au travers de notre aménagement. Et c'était des poissons qui avaient des signes évidents de début de frai. Alors, on peut affirmer que l'aménagement fonctionne pour des perches chaudes en frai. Pour Chris Coughlin, assistant de terrain, le retour rapide à la perche chaude au marais est très encourageant.
Ça marche très bien à date. Les données sont excellentes. J'espère que ça va continuer comme ça. Puis prions pour le mieux pour la perche chaude. Le travail réalisé par l'équipe de Danak ici et dans un autre marais à proximité prouve que même de petits changements peuvent aider la perche chaude. Cela démontre aussi que grâce au moratoire sur la pêche, des poissons adultes sont prêts à frayer si l'accès à des habitats est restauré. Les Abénakis espèrent que leur succès inspirera d'autres projets similaires. On veut challenger les autres parties prenantes à faire des projets similaires. S'ils n'ont pas la capacité de le faire, on est vraiment prêt à aller aider ces parties prenantes-là à faire des projets qui soient aussi positifs pour la perche chaude. Si d'autres groupes acceptent le défi des Abénakis, les effets sur le rétablissement de la perche chaude pourraient être considérables. Cependant, il y a des limites au rétablissement de liens vers l'habitat. À ce jour, près de 5000 hectares de la plaine inondable du lac Saint-Pierre ont été convertis en terres cultivées qui ne conviennent pas à la reproduction des poissons. Le groupe de conservation Canard Illimité travaille à corriger le problème qu'il a contribué à créer malgré lui. Pour Canard Illimité, le lac Saint-Pierre, c'est notre endroit de prédilection, étant donné son importance. Et on a investi plusieurs millions de dollars, restaurant des sites, en acquérant des propriétés. Canard Illimité a entrepris son travail au lac Saint-Pierre dans les années 1980. À l'époque, le gouvernement du Québec s'était doté d'un programme visant à assécher les zones humides et les marais salés pour rendre les terres disponibles à la culture. Le programme a été lancé plus loin dans la vallée du Saint-Laurent, mais rapidement, la plaine inondable du lac Saint-Pierre est tombée dans sa ligne de mire. Le lac Saint-Pierre a été une région qui a été un peu ignorée pendant des années. Même fin des années 80, il y avait quand même des programmes importants de drainage dans les zones inondables pour permettre l'agriculture plus facile, plus rentable. Et là est arrivé des conflits entre les gens de la faune, les gens de l'agriculture, les biologistes, les agronomes. Oui, des digues, non des digues, les producteurs agricoles, les citoyens. La situation s'est soldée par un compromis entre les agriculteurs et les groupes de conservation que l'on estimait être aussi bénéfique à l'agriculture qu'à la faune. Les agriculteurs ont vendu leurs terres dans la plaine inondable à Canard Illimité en échange de la construction d'une digue ayant pour effet d'empêcher le cycle de crue naturel du lac. Canard Illimité avait l'autorisation de conserver les eaux de fonte sur ces terres au printemps pour fournir aux oiseaux migrateurs un lieu d'alimentation et de repos, avant de procéder au pompage en mai pour permettre les semences. Les terres étaient effectivement louées aux agriculteurs pour la culture. Ce système fonctionnait bien pour les oiseaux migrateurs. Jusqu'à 1 million d'oies des neiges venaient se nourrir des restes de culture dans les champs inondés chaque printemps. C'était une toute autre histoire pour le poisson. Ce qui est arrivé avec le temps, au début, on était fiers. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que notre idée basée sur les connaissances du temps n'était peut-être pas la meilleure des idées du monde. Le compromis a eu des répercussions terribles sur la perche chaude. La digue l'empêche d'accéder à son habitat de frai. Pour les poissons qui réussissent malgré tout à accéder lors des fortes crues, des champs en jachère ont remplacé les hautes herbes où il avait l'habitude de pondre. Au retour, il reste souvent prisonnier de la digue. Pire encore, l'assèchement des champs en mai entraîne l'exportation de sédiments et de pesticides vers le lac. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire marche arrière. Donc, on enlève les pompes, on ouvre les digues, ça permet à la nature de faire son cycle naturel. Avec cette situation critique au lac Saint-Pierre, Canard Illimité rachète progressivement les droits de culture sur ces terres afin d'y restaurer la couverture végétale naturelle. L'équipe a commencé par sa propriété à Saint-Barthélemy, au nord du lac. Mais même si toutes les terres de Canard Illimité dans la plaine inondable sont restaurées à leur état naturel, elles ne représentent qu'environ 20% des 5000 hectares cultivés. De plus en plus, on prend conscience que pour aider la perche chaude,
les pratiques agricoles doivent changer. Avec le temps, il y a une évolution qui se fait. Il y a des générations qui changent, qui prennent la relève, puis on trouve des solutions. Avant sa transformation en culture annuelle, la plaine inondable du lac Saint-Pierre servait à la culture de foin et au pâturage pour le bétail. Pour restaurer la perche chaude, les agriculteurs devront donc revenir à leurs racines. Comme Canard illimité, Conservation de la nature Canada, ou CNC, s'intéresse au lac Saint-Pierre depuis des décennies. CNC conserve environ 1200 hectares de milieux naturels dans la réserve de la biosphère, principalement dans les îles à proximité de Sorel. Le but de Conservation de la nature Canada au lac Saint-Pierre est vraiment de maintenir les services écosystémiques des propriétés qu'on protège, maintenir les habitats de qualité pour les espèces qu'on protège, mais également, notre but au lac Saint-Pierre, c'est de le faire avec un équilibre avec les usages traditionnels qu'il y a ici sur les îles. Sur l'île de Grâce, la culture du foin est une tradition. Quand CNC a entrepris la conservation d'une vaste propriété, l'équipe a collaboré avec Yannick Bergeron, un éleveur local de bovins, afin de poursuivre cette pratique. Hey, j'ai vu à l'entrée là-bas, c'est fauché pas mal. Contrairement aux champs de maïs ou de soya, une prairie peut servir d'habitat de frai pour la perche chaude, à condition que le foin ne soit pas fauché trop près du sol à l'automne. Dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre, c'est bien d'avoir des champs comme ça en foin, en fourrage. Ça permet de maintenir un couvert végétal à l'automne et au printemps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au printemps, lorsque ces champs-ci vont être inondés, le poisson va venir jusqu'ici et ça lui fait un support végétal pour enrouler ses œufs. Si c'était du maïs ou du soya, on aurait un sol qui serait couvert à nu. Donc, ça fait en même temps, on a une activité agricole, et on a un équilibre avec un habitat de qualité pour la reproduction du poisson. Ça a du son, ça, c'est le feuille d'atome. Avant de travailler avec CNC, Yannick ignorait que la culture du foin donnait un lieu de frai à la perche chaude au printemps. Toutefois, il sait que la perche chaude est menacée et il souhaite faire sa part. Moi, je connais peut-être l'agriculture, mais la nature, c'est d'autres personnes qui connaissent ça. Fait que je me fie sur eux autres. Concernant la perche chaude, j'ai été élevé à l'âge de 3 ans à la pêche été. On a vu la diminution. On a vu la diminution de grosseur, la diminution de quantité. J'ose espérer que ça va augmenter. Pas ramener mes enfants à pêche à perche chaude, qui était à quelque part un sport national pour les îles. À quelques kilomètres de l'île de Grâce se trouve le joyau de CNC dans la région. L'île du Moine, d'une superficie de 500 hectares. Dans les pâturages de l'île, l'équipe a lancé un autre projet agricole compatible avec la perche chaude. L'élevage de bétail dans l'île remonte à 3 siècles. Mais depuis les dernières années, les vaches manquent à l'appel et les résidents locaux s'ennuient de leur présence. En 2018, CNC a donc établi un partenariat avec les agriculteurs pour les ramener sur l'île, tant au bénéfice des gens que de la nature. Les packages sont très importants dans notre région parce qu'il y en a de moins en moins. Notre île, elle est comme le Créateur l'a fait. C'est un coin de paradis pour nous et pour les animaux. Comme une prairie fauchée, un pâturage est un bon endroit où les perches chaudes peuvent pondre leurs œufs pendant la crue printanière, à condition que la végétation soit suffisamment abondante. Au retrait des eaux, les pâturages deviennent un habitat de choix pour les oiseaux de prairie, dont les populations connaissent un fort déclin dans la région. Les experts sur le regroupement québécois-oiseaux nous ont dit que si on ramène le pâturage, les oiseaux qui sont en déclin vont revenir sur l'île du Moine. Les vaches vont produire des bouses, puis les bouses, bien, ça attire des insectes. Puis il y a beaucoup d'oiseaux qui vont s'alimenter d'insectes pendant la période de nidification. Donc, ils vont se reproduire et s'alimenter ici. Donc, pour moi, il y avait un très bel équilibre entre un projet socialement voulu par la communauté et un projet de conservation.
Les isolateurs sont ajustables. Pour gérer les vaches et éviter le broutage excessif de la végétation, CNC a aussi financé l'installation de clôtures électriques temporaires et amovibles. Elles permettent de créer une grande zone de tampon de 100 mètres afin de circonscrire les vaches et d'éviter la contamination de l'eau du lac. Moi, je suis convaincu que nos pratiques agricoles nuisent pas aux poissons qui sont dans le lac Saint-Pierre parce qu'on ne dépense aucun engrais chimique et aucun pesticide. On a même créé des bassins de rétention pour pas que nos fumiers y aillent au fleuve Saint-Laurent. Restaurer les pâturages et reprendre des techniques agricoles traditionnelles permet d'accroître l'habitat de frais disponible à la Pêche-Chaude dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Mais il ne s'agit peut-être pas du plus grand bénéfice de ces activités sur le poisson. Lorsque les pâturages et les prairies sont inondés, la végétation retient le sol en place afin d'éviter qu'il ne s'érode vers le lac. Avec la culture intensive du maïs et du soya, le sol est normalement laissé à nu après la récolte à l'automne. Sans végétation pour la maintenir en place, la couche supérieure du sol peut s'éroder pendant la crue printanière, apportant ainsi des nutriments agricoles et des pesticides dans le lac. De plus en plus, on s'aperçoit que la qualité de l'eau est peut-être le problème le plus important du lac Saint-Pierre. Bien, la qualité de l'eau, souvent, laisse à désirer. Je le vois, je le perds. Lorsqu'on regarde les paramètres de qualité en termes de pesticides, de contaminants, de solides en suspension, les critères pour la protection de la vie aquatique sont bien souvent ne sont pas rencontrés. L'aîné Abénaki Yvon Panadis est d'accord avec les scientifiques. Il a remarqué un changement considérable dans la qualité de l'eau au cours de sa vie. Quand j'étais petit, le fond du lac était visible. L'eau était propre. On pouvait la boire. Aujourd'hui, pensez-vous que je boirais cette eau? Hors de question. Pensez-vous que la Pêche-Chaude va y grandir? Non. Non. La vision des poissons ou leur empoisonnement aux produits chimiques n'est pas la plus grande répercussion de cette perte de qualité de l'eau. Le problème, c'est que la pollution agricole transforme l'environnement sous-marin. Donc, historiquement, les herbiers aquatiques du lac Saint-Pierre étaient des habitats d'alimentation extrêmement productifs pour une multitude d'espèces de poissons. Mais on a enregistré un déclin de ces herbiers aquatiques submergés qui a été documenté là, au cours des 15 dernières années là, au lac Saint-Pierre. Cette diminution de qualité de l'eau rend la restauration de la Pêche-Chaude d'autant plus difficile. Car l'enjeu ne se limite pas aux 5000 hectares de terres cultivées sur la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Le problème implique aussi les centaines de milliers d'hectares de terres agricoles qui se drainent dans les rivières qui s'écoulent vers le lac Saint-Pierre. Le lac est formé de plusieurs rivières qui coulent les unes à côté des autres. Et la qualité de l'eau de ces rivières-là s'est détériorée. Améliorer la qualité de l'eau à cette échelle peut paraître comme un problème insurmontable. Pourtant, des gens y sont déjà parvenus. Le fleuve Saint-Laurent était très pollué jusqu'à ce que les collectivités et les industries en bordure du fleuve et des grands lacs améliorent leur gestion des eaux usées. Lorsqu'on a fait des démarches pour être reconnu réserve de la biosphère, il y a eu des grands changements. C'est resté un secteur industriel, mais on a apporté des modifications pour réduire les quantités de polluants qui étaient rejetés dans le fleuve. Depuis 30 ans, en fait, il y a des gestes qui sont posés à l'échelle du Québec. Il y a eu des vastes programmes d'assainissement des eaux, notamment en milieu urbain, qui ont porté fruit. Donc, on a enregistré des baisses, notamment des teneurs en phosphore dans les eaux qui parviennent au lac Saint-Pierre. Malgré les rejets d'eau usée occasionnels de Montréal, l'eau du fleuve qui s'écoule au centre du lac Saint-Pierre est l'une des eaux les plus propres à traverser le lac. L'enjeu du ruissellement agricole est un peu différent. Il n'est pas aussi facile à capter et à assainir que des eaux usées provenant d'une maison ou d'une usine. Cependant,
certaines pratiques agricoles permettent de réduire la quantité de sol et de produits chimiques érodés des terres cultivées. Les agriculteurs peuvent planter des bandes de prairies pour retenir le ruissellement avant qu'ils n'atteignent le réseau hydrographique. Ils peuvent également planter une culture de couverture après la récolte de l'automne afin qu'il y ait toujours de la végétation pour maintenir le sol en place. Ces solutions sont aussi bénéfiques aux agriculteurs car elles réduisent le problème d'érosion et améliorent la santé des sols. Mais elles exigent temps et argent et peuvent réduire la superficie disponible pour la culture. Les agriculteurs comme Yannick savent qu'un changement est nécessaire, mais des inquiétudes règnent sur l'impact économique. Surtout que la majorité d'entre eux dégagent de très minces marges de profit. On sait qu'il va y avoir un changement, on sait que ça va être nécessaire, mais pour se donner les moyens vis-à-vis ça, je pense qu'on n'aura pas le choix de recevoir de l'aide. L'agriculture vit un très, très gros stress alentour du lac Saint-Pierre. Restaurer la perche chaude sans nuire aux agriculteurs représente un défi énorme. Mais des signes laissent présager une solution équitable à l'horizon. En 2018, après des années de pression politique exercée par des scientifiques, des groupes environnementaux et des résidents locaux, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 14 millions de dollars pour le lac Saint-Pierre. Ce sont des moyens financiers jamais vus là, autour du lac Saint-Pierre qui vont permettre de mettre en place certaines solutions pour redonner ses fonctions écologiques. Une partie des fonds sera allouée à la recherche de pratiques agricoles réellement compatibles avec l'écosystème du lac Saint-Pierre. L'idée, c'est de développer, en collaboration avec les agriculteurs de la région, un nouveau modèle qui va être intéressant pour l'agriculture, mais qui va aussi permettre de redonner une partie des fonctions écologiques de la plaine d'inondation du lac Saint-Pierre. Ça va être un défi de taille. On en est bien conscient. C'est vraiment un enjeu de société. Mais je suis persuadé que si on travaille tous ensemble, on est capable de développer un modèle qui va être durable. La majeure partie des fonds serviront à faire de ce nouveau modèle une réalité. Un modèle qui combinera l'agriculture durable et l'achat et la restauration de zones qui font actuellement l'objet d'une culture intensive. Les organismes de conservation sont prêts à intervenir, ce qui pourrait multiplier l'impact du fonds. Je crois que le gouvernement a entendu le message et a mis de l'argent disponible. Donc maintenant, c'est à nous de travailler vraiment avec les propriétaires dans la plaine inondable pour arriver avec soit des ententes de conservation ou encore des améliorations de pratiques agricoles. Je crois que maintenant, c'est la place à la conservation dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Grâce à ce nouveau fonds et aux efforts collectifs de divers groupes autour du lac, il règne un optimisme prudent quant à l'avenir de la petite perche chaude et de tout ce qu'elle représente pour la réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre. C'est de trouver un équilibre entre puis faire la bonne activité au bon endroit. En fait, le lac Saint-Pierre, c'est réellement un joyau par la richesse de sa biodiversité. La perche chaude, c'est un indicateur qui reflète la santé de cet écosystème. Donc pour moi, le résultat ultime, ce serait le retour à une pêcherie durable de perche chaude au lac Saint-Pierre. Je continue à faire la pêche commerciale parce que je l'ai dans le sang. J'ai toujours espoir que la pêche chaude revienne. Donc, je vais pouvoir revivre de nouveau.